Employée à la compagnie d'assurance Croix-Bleue en 1980, Carol Haywood s'implique rapidement dans son syndicat. Découvrant sa constance et sa détermination, très vite, ses camarades syndiqués font d'elle leur présidente. Elle assumera ses fonctions sans relâche pendant 40 ans. Elle est aussi élue à divers postes au sein de l'organisation québécoise dont fait partie son unité syndicale. Elle s'implique également dans plusieurs combats, dont celui des femmes. Elle siège même pendant 4 ans comme vice-présidente représentante des femmes au sein du bureau de direction de la FTQ. Carol Haywood, nous sommes heureux de t'accueillir et merci de nous accorder cette entrevue. Tu as passé la plus grande partie de ta vie dans le mouvement syndical, à son service. Tu as donné beaucoup. D'abord, qu'est-ce qui t'y a amené? Quel était ton milieu de travail à l'époque? J'ai commencé à travailler à la Croix-Bleue en 1980. Et puis, naturellement, la Croix-Bleue était déjà syndiquée depuis un moment parce que c'est une des premières unités qui a été syndiquée au local 57, là, au SEPB 57. C'est un certificat d'accréditation, je pense, qui date de 1962-63. Fait qu'on était dans les premières unités, donc en 80, ça faisait longtemps que c'était déjà syndiqué. Ça représentait combien de salariés syndiqués? Moi, j'étais dans le groupe d'assurance collective, puis je pense qu'il y a encore 125 membres. Puis l'assurance individuelle, il doit en avoir 80-90. Mon implication syndicale a commencé assez rapidement parce que j'ai été embauchée en novembre, puis on est tombé en grève en décembre. Ça fait qu'un mois plus tard, je me retrouvais sur les lignes de piquetage. Il y a eu, quelques escarmouches, accrochages avec les gardiens de sécurité engagés par l'employeur. Wow. Ma probation n'était pas terminée, fait que tout le monde me disait « Tu devrais pas venir faire du piquetage parce que s'ils te voient sur la ligne de piquetage, ils te reprendront pas après le conflit. » Ils me reprennent pas. Hein. Ça me faisait absolument rien, mais malheur à eux, ils m'ont repris, puis je suis devenue présidente du syndicat de la Croix-Bleue en 84, je crois. Fait que j'ai tout de suite commencé à faire du syndicalisme sur la ligne de piquetage, puis ensuite, en 84, j'ai remplacé la personne présidente de l'unité à ce moment-là, puis j'ai resté présidente de l'unité jusqu'à ma retraite cette année, là, en 2022. Donc, j'ai fait un long... j'ai fait plusieurs mandats. Le premier contrat de travail que j'ai négocié en tant que présidente, on est parti en grève. Une grève qui a duré 6 mois. C'est ça, c'était en 84, donc c'était le baptême de feu. C'était ma première convention collective que je négociais. Puis, c'était tout de suite le conflit de travail, puis la grève de 6 mois. La grève portait essentiellement sur le régime de retraite. Puis les gens étaient déterminés à améliorer leurs conditions de retraite. Dès tes premiers engagements au syndicat avec les employés de la Croix-Bleue, tu es aussi mise en contact avec les autres syndiqués du syndicat des employés professionnels et de bureau. Et là, tu découvres un syndicat diversifié, comportant des expériences syndicales multiples. En même temps que je m'impliquais au niveau de l'exécutif syndical de la Croix-Bleue, je m'impliquais également au SEPB 57 dans le temps, en participant, au congrès pour commencer, puis ensuite de ça, de fil en aiguille, j'ai été élue sur le comité exécutif du SEPB 57 comme directrice. Ensuite, je pense pas qu'il y avait de poste de vice-présidente, je pense pas que ça existait. En tout cas, j'ai été directrice longtemps. Et comme on nous demandait de s'impliquer aussi dans des comités, moi, j'ai choisi le comité de la condition féminine, ça s'appelait comme ça à l'époque. J'ai longtemps milité en condition féminine. Le comité a changé de nom, puis c'est appelé le comité des conditions de vie et de travail des femmes. Et cette implication-là dans le dossier des femmes m'a emmenée au comité de conditions féminines de la FTQ, où j'ai commencé à militer dans les années 80, 85, 86, dans ces eaux-là.
Puis là, ça brassait pas mal, là, tu sais, en matière de conditions féminines à FTQ. C'était les années où on se battait pour faire féminiser le nom de la FTQ, pour que ça s'appelle la Fédération des travailleuses et des travailleurs du Québec. Il y avait la création des postes réservés aux femmes au bureau de direction de la FTQ. Puis, ça, c'est arrivé à peu près en même temps. Là. Il y avait beaucoup d'ébullitions sur le dossier de la condition féminine. J'avais choisi un comité qui était très, très actif. Puis, c'est ça. Donc, il y a eu la création des postes réservés aux femmes. Le SEPB a brigué un de ces postes-là dès l'année de sa création. Il y en avait 3. Et puis, un des 3 premiers postes a été occupé par ma consoeur Claude Grenier, qui était de la section locale 434. Claude a fait un mandat et ensuite, elle ne s'est pas représentée et je me suis présentée à ce poste-là. J'ai été élue. Moi aussi, j'ai fait 2 mandats comme vice-présidente en poste réservé aux femmes à la FTQ. Pendant combien d'années tu as été présidente? Présidente de quoi, là? Ben, de l'unité de la Croix-Bleue. À la Croix-Bleue? J'ai travaillé là 42 ans, puis j'ai été présidente 40 ans. Ça, c'est du temps, madame. Ça, c'est de la persévérance. Ça, de la persévérance. Oui. Mais c'est parce qu'il n'y a personne qui a vu la job, tu sais. Et ils disent « Ah, t'as fait une bonne job, continue, Carole. » Veux-tu continuer? Les postes de conseiller ou conseillère, ça, c'est une job professionnelle. Ce que tu as fait, toi, c'est du militantisme. De base. De base. Quand tu arrives comme vice-présidente à la FTQ, tu te retrouves au sein d'un comité exécutif composé spécialement d'hommes, avec un président très coloré. Le président de l'époque à la FTQ, quand je suis arrivée, c'était Louis Laberge. Et j'étais là, je pense, pour son dernier mandat, ou une dernière partie de mandat. Puis, il était pas si pire que ça, M. Laberge, tu sais. Il était... à l'égard des femmes au bureau de la FTQ, il était correct, somme toute, là, tu sais. C'est sûr que c'était la majorité C'était des gars qui étaient là, tu sais, les gros syndicats, là, l'automobile, la fonction publique, les métallos. Mais c'était pas si pire que ça. On se faisait pas faire de blagues déplacées ni rien. Mais c'était des syndicats de gars, puis c'était les autres étaient là pour défendre les intérêts des membres qu'ils représentaient. Puis, comme les membres qu'ils représentaient dans ces syndicats-là, c'était la majorité d'hommes, c'est sûr qu'il fallait qu'on défende nos points un peu plus. Puis nous autres, comme on était là pour représenter toutes les femmes de la FTQ et non seulement les femmes de mon propre syndicat de provenance, notre mandat était plus large, puis peut-être que ça nous donnait plus de crédibilité aux yeux des gars parce que on parlait pas juste pour notre paroisse, tu sais. On parlait pour les femmes de la FTQ en général, même les femmes qui venaient de syndicats traditionnels, de métiers traditionnellement masculins. C'était pas facile, mais je pense que ça, c'était un atout qu'on avait d'avoir un mandat plus large que de simplement représenter les membres de notre syndicat de provenance. Pendant des années de militantisme au sein du SEPB et de la FTQ, tu as côtoyé plusieurs personnalités de différentes natures. Certaines t'ont marqué plus que d'autres, j'imagine. Il y a eu Marie Pinsonneau, qui venait du syndicat des téléphonistes de Bell, qui était là au moment de la syndicalisation de Bell Canada. Puis Lorraine Vaillancourt, qui, elle, venait de l'Union internationale du vêtement pour dames. Tu sais, ces 2 femmes-là étaient là au comité de conditions féminines, puis ils poussaient les femmes à prendre leur place dans les structures syndicales, que ce soit à la FTQ, dans leur section locale, dans leur syndicat, partout. Tu sais, ça que c'était des inspirations là, pour les jeunes femmes comme que j'étais à ce moment-là. Il nous donnait le goût de s'impliquer davantage. Quand j'ai commencé à militer, c'était Roméo Corbeil qui était le directeur du SEPB 57. Il y a bien du monde qui l'appelait le parrain là, du syndicat.
C'était un homme très chaleureux, tu sais, qui te faisait sentir tout de suite à l'aise, là. En tout cas, je lui ai pas connu beaucoup d'ennemis à ce beau Roméo-là. Tu sais, au niveau des conseillers techniques, juridiques, il y en est passé aussi qui ont accompli de grands dossiers là, pour le SEPB. Tu sais, je pense à Pierre Gingras, entre autres. Là. Je me souviens de Jacques Leboeuf. Jacques a été mon conseiller syndical quand j'ai commencé à la Croix-Bleue. C'est avec lui qu'on a fait mon conflit de travail. Jacques est parti à la retraite, puis il est décédé maintenant. Ben, tu sais, ça avait été comme mon premier modèle au niveau leader syndical. T'sais. Lui, c'était un vieux de la vieille, là, au 57, là, Jacques Leboeuf. Là, ouais, c'est sûr que quand on est impliqué comme je l'ai été, tout en travaillant à Croix-Bleue, là, j'avais un poste à l'exécutif de la section locale, j'avais un poste à la FTQ, au bureau de direction, sur les différents comités de conditions féminines. Là, je devais m'absenter souvent de mon travail. Puis ça, ben c'est pas toujours facile parce que l'employeur, pas toujours l'employé de rechange pour te remplacer. Donc, c'était souvent mes collègues qui devaient prendre les bouchées doubles ou même moi, quand je revenais d'un congé pour activité syndicale, il fallait pédaler. Mais j'aimais ça. C'est ça qui me tenait à la Croix-Bleue parce que la job de la Croix-Bleue, c'était correct, mais c'était pas autant captivant que mon implication syndicale. C'est mon implication syndicale qui a fait que je suis restée à la Croix-Bleue si longtemps que ça, puis que je me suis impliquée pour les membres de la Croix-Bleue. Un n'allait pas sans l'autre. À partir de 2016, j'étais présidente du 574, mais pas à temps plein. Et ça avait été quelque chose, négocier l'entente de libération avec mon employeur. Ils ont dit, on le fait parce que c'est toi, Carole, hein, parce que si c'était quelqu'un d'autre, on n'aurait jamais accepté de libérer un employé pour aller s'occuper du syndicat. Même si ça ne leur coûtait pas une scène, c'était une entente de libération. Le syndicat paye tous les avantages, le salaire, les avantages sociaux, ça ne coûte rien à l'employeur. Mais ils disaient, moi, mais là, il faut que je te remplace, puis il faut que je forme quelqu'un, puis ça coûte de quoi, puis blablabla. Ils étaient bien contents, ils ont pris une jeune qui leur coûtait bien moins cher en régime de retraite, puis tout ça. Moi, j'étais rendue proche de la retraite, là, leur coûtait cher, là, tu sais. Dans le fond, c'était bon des baraques à 100 alles, tu sais. Tout au long de ces années de lutte et d'engagement, la société québécoise traversait des moments importants. Il y a des grandes mobilisations qui ont été faites autour des droits des femmes, par exemple. Oui, effectivement, c'était une période de grande ébullition au niveau de la société québécoise puis des droits des femmes dans la société québécoise. Puis, les femmes en poste réservé aux femmes, on était là également pour les grands dossiers sociétaux, comme la lutte pour le droit à l'avortement. Ça, c'est quand j'ai commencé. Ça, c'était très polarisant, parce qu'il y avait les pro-vie, les pro-choix. Même au sein de notre propre membership, là, le comité en conditions de vie et travail des femmes emmenait des résolutions au Congrès, en faveur du libre choix à l'avortement, puis il y avait des pro-vie dans la salle. Je peux vous dire que les discussions étaient assez chaudes, là, quand le jugement de la Cour suprême avait rendu légal le droit à l'avortement. Ça aussi, ça a été une belle victoire, pas seulement pour le mouvement syndical, mais pour les femmes en général. Puis je me souviens, on avait tellement lutter pour obtenir ce droit-là, descendu dans les rues. On avait fait toutes sortes de manifestations, des colloques sur la question. Fait que quand le jugement est sorti, là, c'était ouf! Tout le monde a dit, bon, enfin, on l'a gagné. Mais là, on voit qu'il y a des tendances aux États-Unis puis dans l'Ouest canadien où les forces pro-vie là, essayent de reprendre du terrain, là, tu sais. Quand on pense que c'est la semaine passée là, qu'il y avait
une commission scolaire, là, un professeur qui a fait écrire des slogans aux élèves, des slogans pro-vie, là, tu sais, fait que ça revient, tu sais. Il n'y a rien d'acquis. Ça progresse, mais lentement, puis il ne faut jamais baisser la garde, tu sais. Ça, c'était au début de mon implication en conditions féminines. Puis l'autre grand dossier qui est toujours pas fini, c'est le dossier de l'équité salariale. Même s'il y a des batailles où on a eu des victoires épiques, ils sont pas coulés dans le ciment. Il faut jamais s'asseoir sur nos lauriers. Ensuite, il y a eu le dossier de la violence faite aux femmes, tu sais, avec Polytechnique en 89, là, ça nous a remis... Ça nous a remis d'en face la dure réalité que le combat était loin d'être gagné, tu sais, pour la violence, pour les violences faites aux femmes, pour les métiers non traditionnels féminins, parce que ces femmes-là se sont faites abattre parce qu'elles étudiaient pour devenir ingénieurs, puis c'était pas un métier traditionnel féminin. Ça fait que, tu sais, on pensait qu'on avait accompli plus de terrain. Quand ça s'est arrivé, ça nous a donné comme une claque en pleine face. Ça nous a fait réaliser qu'il restait encore beaucoup de chemin à faire. Puis il y en a encore pas mal de chemin à faire, même au niveau de la violence conjugale. On l'a vu avec la pandémie, la hausse de la violence conjugale. C'est un combat perpétuel. On avance, mais tranquillement. Ensuite est venu le dossier de l'équité salariale. Ça a été un gros dossier. On était une gang de la FTQ. On était allé occuper les bureaux c'était la commission d'équité salariale. En tout cas, c'était l'instance gouvernementale qui régissait le dossier de l'équité salariale. C'était... sur McGill College, là, tu sais, où il y a d'autres bureaux de ministres, là, dans cet édifice-là. Il y a eu beaucoup de manifestations, justement. McGill College, puis Sherbrooke, dans ce coin-là. On avait occupé les bureaux pour faire avancer le dossier de la loi d'équité salariale, puis pour faire améliorer je pense que la loi était à l'état de projet à ce moment-là, fait qu'on voulait... être certaine que la loi couvre le plus de femmes possible, puis on avait nos revendications, puis c'était pas si mal, tu sais, on s'est fait sortir par la police, mais ils ont été gentils, on a quand même pu occuper des bureaux tout l'avant-midi, puis on avait fait parler de nous autres aux nouvelles, puis ça aussi, ça a pris des années et des années pour obtenir une loi. Finalement, une loi qui n'est pas parfaite, une loi que des fois on a de la misère à faire appliquer, à faire appliquer le maintien de l'équité salariale, puis qui ne couvre pas tous les emplois, les milieux de travail de la même façon, mais en tout cas, ça a été toute une lutte pour arriver à cette loi-là. Un autre grand dossier là, dont j'ai été fière d'y participer, c'est la marche des femmes du Pain des Roses en 95 là, avec Françoise David. On était allés à Québec. Il y avait toutes les marches là, partout dans le Québec, des contingents qui partaient d'un peu partout dans les régions. Moi, je n'étais pas dans les contingents parce que j'avais pas pu me libérer de mon travail, tu sais, parce que quand tu embarquais là-dedans, tu partais à pied au moins pour une semaine. Là, fait que j'avais pas pu le faire, mais il y a de mes consoeurs là, en conditions féminines à l'FTQ qui l'avaient fait. Ça, c'était très, très, très excitant. Hey, écoute, là, tu sais, ils en parlaient aux nouvelles à tous les soirs. Ils nous montraient où étaient rendus les contingents, c'était quoi les revendications des femmes. Non, ça a été vraiment un bel accomplissement là, du secteur syndical, communautaire, puis de la société en général, de la FTQ. Puis après ça, bon, c'est ça, ces marches-là, c'est devenu des marches mondiales. En 2000, il y a eu la marche aux Nations Unies à New York. J'étais allée là, il y avait des autobus qui partaient de l'édifice de la FTQ en 2000 pour se rendre à Québec. Puis je me souviens, c'était
Le petit parc devant l'édifice des Nations Unies, là, sur le bord de la rivière Hudson, là, c'était tout petit, ce parc-là. Puis il y avait des milliers et des milliers de personnes. Là, on se marchait ses pieds, littéralement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé de faire ça là. C'était beaucoup trop petit pour tout le monde qui arrivait là, en autobus, en avion. Ça n'avait pas d'allure, cette organisation-là, mais ça montrait l'engouement que cette marche-là avait eu là, mondialement. Là, c'était vraiment un très bel accomplissement de la société québécoise, puis de Mme David, là, qui avait tout mis ça sur pied avec les FFQ. Là, c'était quelque chose de gros, vraiment. Ah oui, c'est vraiment un apogée là, du mouvement communautaire, du mouvement des femmes et du mouvement syndical. Là, c'était... les trois n'avaient jamais été aussi réunis pour les mêmes causes, pas juste une cause, mais pour les revendications des femmes. Au sein du SEPB, cette mobilisation des femmes, est-ce que ça a été difficile? Du SEPB, la mobilisation s'était faite très, très, très facilement. Tu sais, je veux dire, ça se parlait tellement. C'était dans les médias, on en parlait un peu partout, que ça s'en venait. Puis la campagne de marketing qui avait été faite par les FFQ était très bien faite. Tu sais, ça avait mis l'événement sur la carte, puis les membres du SEPB ont embarqué là-dedans très facilement. Étant un syndicat composé à la majorité de femmes, là, c'est sûr que la mobilisation des femmes du SEPB s'est faite assez facilement. Puis pas juste des femmes aussi, il y a beaucoup d'hommes qui nous appuyaient là-dedans. Là. Au dernier congrès du SEPB 574, au mois d'octobre dernier, on a invité Françoise David à notre congrès pour venir nous parler des revendications des femmes, puis des revendications plus de société. On est là pour... on a des intérêts plus corporatistes, là, pour défendre notre centrale, notre syndicat, puis qu'on pense juste à notre nombril, puis qu'on pense pas aux femmes en général, puis aux femmes dans le monde, puis qu'on est centré vers nos petits... En fait, ils se sont rendus compte que les syndicats avaient eux aussi une vision puis une mission sociale. C'est ça que ça a permis c'est un visage du syndicalisme qui a été dévoilé grâce à cet événement-là, qui était commun avec d'autres mouvements de la société. Ils ont vu que, c'est ça, on n'était pas là juste pour défendre les conditions de travail des employés syndiqués. On était là pour faire progresser la société, là, au même titre que le communautaire ou que les mouvements de femmes. Là. On dit souvent du SEPB que c'est le plus grand des petits syndicats ou le plus petit des plus grands syndicats. Mais c'est un syndicat présent partout, dynamique. Est-ce que pour une militante comme toi, c'était une fierté de faire partie de ce syndicat? Oui, on était content de provenir du SEPB. On était content que on n'était pas tout seul dans les comités, sur les sièges, dans les différentes affaires syndicales, parce qu'on avait toujours des consoeurs, des confrères du SEPB qui étaient avec nous autres. Fait que ça nous aidait aussi à s'impliquer, parce qu'on savait qu'on allait être coaché par quelqu'un du même syndicat qui connaissait aussi notre réalité. Puis aussi, c'est peut-être parce que le SEPB, c'est un syndicat assez diversifié. T'sais. C'est peut-être ça qui explique qu'on était partout, parce qu'il y a des employés de toute provenance, les employés d'institutions bancaires, de commissions scolaires, de compagnies d'assurance, il y en a de tout azimut. Fait que c'est peut-être ce qui explique notre grande implication dans les comités de la FTQ et du Conseil de travail, des conseils régionaux. En 2003 et 2004, le SEPB a subi des changements structuraux importants. En 2003, la section locale 57, qui regroupait des salariés de différents secteurs, s'est subdivisée en sections locales sectorielles. Et toi,
tu es devenue présidente de la section locale 574. C'est la section locale la plus diversifiée des différentes sections locales du SEPB là, après la scission du 57. Là. En fait, le 574, c'était le divers, comme on pourrait dire, parce qu'il y a des sections locales qui étaient composées uniquement d'employés de commissions scolaires, d'autres uniquement d'employés d'institutions bancaires, et d'autres, c'était des professionnels, puis tout ce qui restait, ben ça a donné le 574. Fait que pour moi, je dis tout le temps que la section locale 574, c'est comme l'ancien 57. Fait que ça, au niveau de l'implication puis de la vie syndicale, c'est sûr que ça a créé des nouveaux comités, puis il a fallu que d'autres personnes s'impliquent, là, parce qu'il y avait les comités du 574, puis on voulait que les gens des différentes unités soient présents aussi, puis puissent bien représenter les réalités de leur milieu de travail. Tu sais, il y avait un conseil général, donc à l'époque, je pense qu'il y en avait 3. On a commencé avec, je pense, 4 ou 3 conseils généraux par année. Puis après ça, ben là, maintenant, c'est 2 par année. C'était l'occasion, tu sais, de partager notre vécu syndical avec les autres unités du 574. Tu sais. C'était comme dans le temps du 57, quand il y avait des conseils généraux. C'est sûr que c'était plus gros parce que le 57, c'était plus gros, mais c'est un peu le même feeling. Tu sais. On allait au conseil général du 57 pour parler de notre réalité, tu sais, dans nos milieux de travail. Bien, au 574, ça a continué, tu sais. C'est les unités qui forment le 574 qui viennent partager leur vécu puis leurs conflits au Conseil général du 574. Puis c'est ça, tu sais, au niveau, ça a créé plus de comités, étant donné qu'il y a plus de sections locales. Donc, chaque section locale a ses comités, a ses instances, puis ça permet à un plus grand nombre de participer à la vie syndicale. Deuxième changement structurel, en 2004, le SEPB divorce avec l'Union internationale des employés de bureau. Comment ça s'est vécu? Est-ce que les membres ont été bouleversés par ça? Les changements de structure au niveau du SEPB étaient... je pense pas que ça a heurté beaucoup les gens. Ça s'est fait... En tout cas, au niveau du membership, là, je parle, là, ça avait l'air d'être assez... smooth, là, tu sais. Je me souviens qu'on faisait signer une pétition ou des cartes là, pour sortir du syndicat international, puis c'était assez facile de récolter les signatures là, pour faire ce move-là. Puis au niveau du membership, là, ça s'est fait pas mal en douceur. Je pense pas qu'ils ont eu de conséquences au niveau du service ou quoi que ce soit, là. Mais c'est au niveau de la direction là, que là, ça bougeait pas mal là, au moment de la scission là, avec l'International, mettons. C'est pas moi qui ai négocié ça, mais j'en ai entendu parler. J'étais là aussi lors du fameux congrès là, en Floride où les Américains n'étaient pas vraiment contents. Bien, merci d'avoir fait ça à pied levé. Ben oui, pas préparé. Imagine pas préparé, même pas arrangé, pas peigné, pas maquillé, pas rien. J'ai ce qu'il faut pour le tour, c'est le maquillage. OK. Ah, OK. Tu vas avoir un gros rouge à lèvres. Oui. Ah, Aïe. Ben, je partais avec votre numéro. Ah, je vous aurais pas laissé partir.